Bonjour. Alors, dans cette leçon, on va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par les figures de style. Alors, les figures de style, ce sont déjà un procédé qui consiste à rendre ce que l'on veut dire plus expressif et plus impressionnant et plus convaincant et plus séduisant. Alors, elle est utilisée en littérature, dans les beaux discours, mais aussi dans le langage courant. Autrement dit, une figure de style permet de créer un effet sur le destinataire d'un texte, soit écrit ou bien parlé. Alors on va essayer de simplifier la compréhension des figures de style en donnant des exemples et aussi des définitions pour chaque figure, bien sûr en la classant selon des catégories. Alors, on va commencer par les figures par analogie. Des figures par analogie. On trouve parmi ces figures la comparaison. Alors, la comparaison, c'est une figure de style. C'est quoi une comparaison? Une comparaison, il établit un rapport de ressemblance entre deux éléments, le comparé et le comparant. Alors, on trouve ici deux éléments qui sont le comparé et le comparant, à l'aide d'un outil de comparaison, bien sûr, en utilisant des outils de comparaison, par exemple, comme, ainsi que, plus que, moins que, de même que, semblable à, pareil à, ressembler, on dirait que. Alors, tous ces éléments, ce sont des outils de comparaison. Alors, à chaque fois qu'on trouve un comparé et le comparant, et aussi un outil de comparaison, ça, on appelle une comparaison. Alors, on va essayer de donner un exemple de la comparaison. Par exemple, Ahmed est comme un lion. Ahmed est comme un lion. Alors, ici, on a comparé Ahmed avec un lion en utilisant l'outil de comparaison comme. Alors, ici, l'outil de comparaison, c'est comme. Alors, on va voir une autre figure qui concerne la métaphore. Regardez bien. La métaphore, c'est quoi une métaphore? La métaphore, c'est une comparaison, mais sans outil de comparaison. Alors ici, on va voir un exemple qui va nous simplifier cette définition. On dit Ahmed est un lion. Alors, l'exemple précédent, on a dit Ahmed est comme un lion. Alors ici, on a supprimé l'outil de comparaison comme. Alors, on a eu la phrase suivante, Ahmed est un lion. Alors ici, quand on a supprimé l'outil de comparaison, on a obtenu une métaphore. Une métaphore. Alors on va passer à une autre figure qui concerne la personnification. La personnification. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on veut dire par la personnification? La personnification, elle représente une chose ou une idée sous les traits d'une personne. Alors, on représente une chose ou bien une idée sous les traits d'une personne. Alors, pour bien comprendre, c'est quoi la personnification? On va donner un exemple. Regardez bien. Si on dit le soleil sourit, le soleil sourit. Alors, le sourire, déjà, c'est un caractère qui concerne une personne. Mais on a donné ce caractère pour le soleil. On a donné ce caractère pour le soleil. D'accord? Alors, on va passer à un autre exemple. Regardez bien. L'allégorie. L'allégorie, elle représente de façon concrète et imagée les divers aspects d'une idée abstraite. Qu'est-ce qu'on veut dire? Par exemple, en prenant la liberté. La liberté, déjà, c'est
c'est un aspect ou bien c'est une idée abstraite. On ne peut pas toucher la liberté, mais on comprend bien la liberté. À chaque fois qu'on entend le mot liberté, on peut imaginer, regardez bien, on peut imaginer un pigeon blanc. Un pigeon blanc. Alors, on sait bien que le pigeon blanc, déjà, c'est une allégorie qui représente la liberté. Aussi, on peut chercher la justice par une balance. Alors, on trouve une balance. À chaque fois qu'on trouve une balance, ça nous dit automatiquement, ou bien directement, c'est la justice. Alors, passons à une autre figure, ou bien une autre catégorie de figures de style. On dit les figures de substitution. Les figures de substitution. Qu'est-ce qu'on veut dire, par exemple, les figures de substitution? Ce sont des figures qui remplacent un terme par un autre terme ou par toute une expression. Alors, elles remplacent un terme par un autre terme ou par toute une expression. Alors, par exemple, la métonymie. La métonymie. Alors, la métonymie, c'est une figure qui remplace un mot par un autre mot selon un lien logique ou bien par une relation analogique. Alors ici, on peut remplacer un mot par un autre mot ou bien selon un lien logique ou bien par une relation analogique. Exemple, le théâtre. Le théâtre attire encore tout le Paris. Alors, le théâtre attire encore tout le Paris. Alors, vraiment, est-ce que le théâtre attire tout le Paris? Non, mais ici, le mot tout Paris désigne l'ensemble des Parisiens. Alors ici, tout le Paris, ou bien le tout Paris, on peut déduire qu'on parle qu'on parle des Parisiens, des gens qui habitent à Paris. Alors ici, on parle d'une métonymie. Alors, on va passer à une autre figure de style qui a une relation forte, ou bien c'est un cas exceptionnel de la métonymie, c'est la synecdoque. Alors, regardez bien, la synecdoque. Alors, la synecdoque, il consiste à désigner la partie pour le tout. Alors, on peut ici prendre une partie, et ne pas le tout. Alors, on a dit dans la métonymie, on a dit tout le Paris. Ici, tout le Paris, on a déduit que ce sont seulement les gens qui habitent à Paris. Mais ici, on peut prendre une toute petite partie du tout pour désigner une partie. Par exemple, on dit, il consiste à désigner la partie pour le tout et le tout pour la partie, ainsi que la matière pour l'objet et le particulier pour le général. Alors, pour bien comprendre cette figure, on va donner... alors, déjà, c'est un cas particulier de la métonymie. Déjà, la synecdoque, c'est un cas particulier de la métonymie. Alors, on va prendre un exemple en disant « son vélo a crevé ». Alors, on dit ça, « son vélo a crevé ». Alors, est-ce que vraiment tout le vélo qui a crevé? Non, mais on désigne ici le pneu du vélo. Alors, quand on dit le vélo a crevé, on désigne ici le pneu du vélo. Alors déjà, synecdoque, car tout le vélo désigne une partie, c'est-à-dire le pneu. Alors on va passer à une autre figure, la périphrase. La périphrase, qu'est-ce qu'on veut dire par la périphrase? La périphrase, c'est une figure de style qui remplace un mot par une expression qui le définit. Un simple mot est remplacé par des éléments de phrases plus complexes, jouant sur l'implicité. C'est-à-dire, on peut déduire que cette définition définit un mot, ou bien ce mot désigne cette définition implicitement. Par exemple, quand on dit « la vie
lumière. La ville lumière. La ville lumière, c'est une définition de Paris. Bien sûr, on peut dire par exemple la ville ocre. La ville ocre, c'est Marrakech. Hein? La ville ocre, on peut dire c'est une définition ou bien c'est une expression qui définit la ville ocre. Marrakech, c'est la ville ocre. Ou bien, quand on peut dire la ville lumière, c'est Paris. D'accord? Alors c'est une périphrase. C'est une périphrase. Alors, on va continuer notre leçon qui concerne les figures de style, cette fois avec une autre catégorie, c'est les figures de l'insistance ou de l'atténuation. Alors, on va commencer cette catégorie par l'hyperbole. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par l'hyperbole? L'hyperbole consiste à exagérer, c'est-à-dire on va donner une exagération. Alors, il donne du relief pour mettre en valeur une idée ou bien un sentiment. Alors, c'est déjà, on fait cette exagération pour donner une valeur ou bien pour mettre en valeur une idée ou bien un sentiment. Exemple, d'un coup, elle a tué 100 personnes. Alors vraiment, on ne peut pas tuer d'un coup 100 personnes, sauf si on a des armes très fortes ou bien. Mais en général, on ne peut pas tuer avec un seul fusée 100 personnes. Alors déjà, on a ici une exagération, ou bien une hyperbole. Alors, passons à l'accumulation. Qu'est-ce que l'accumulation? Soit on dit accumulation ou bien énumération. Alors l'accumulation, c'est une énumération plus ou moins longue de termes. C'est soit avec excès ou bien amplification. Alors l'accumulation, c'est une énumération plus ou moins longue de termes, soit excès ou bien amplification. Exemple. Alors ici, on a énuméré plusieurs éléments en les séparant avec des virgules. Regardez bien, au ciel, au vent, au roc, à la nuit, à la brume. Le sinistre océan jette son noir sanglot. Alors ici, on a numéré plusieurs éléments, soit le ciel, ou bien au vent, ou bien au roc, à la nuit, à la brume. Alors tous ces éléments, on les a accumulés, ou bien on les a énumérés pour, alors plus ou moins, donc de termes. Alors on a plusieurs termes aussi. Alors on a par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Alors on a 5 éléments qu'on a les énumérés en utilisant des virgules. Alors soit accumulation ou bien énumération. Alors passons à une autre figure. Cette fois, c'est la gradation. La gradation aussi, c'est une énumération de termes organisés, mais cette fois de façon croissante ou bien décroissante. Alors, c'est une énumération aussi, mais organisée de façon croissante ou bien décroissante. Alors, l'accumulation, il n'a pas la condition d'être organisée, croissante ou bien décroissante, mais la gradation, il est obligé de les organiser d'une façon croissante ou bien décroissante. Par exemple, si je dis « je me meurs », c'est-à-dire je suis en train de mourir, ou bien « je suis mort », alors je suis mort, et puis je suis enterré. Alors on a 3 actions, et ces 3 actions, ce sont de l'ordre croissant. Ils se sont mis en ordre croissant. Je me meurs, c'est-à-dire je suis en train de mourir, je suis mort, je suis déjà mort, et à la fin, je suis enterré. Alors, tous ces éléments, ils ont l'ordre chronologique, ou bien ils sont organisés d'une façon croissante. Alors, on va passer euphémisme. L'euphémisme. Qu'est-ce que l'euphémisme? L'euphémisme, il consiste
à atténuer l'expression d'une idée, bien d'un sentiment, pour ne pas déplaire ou choquer. C'est-à-dire, à chaque fois, on trouve, ou bien on a eu lieu d'être dans des situations qui sont graves, alors qui peuvent choquer des gens. Alors, on essaye de donner ou bien de transmettre l'information d'une façon atténuée, c'est-à-dire atténuer cette expression, atténuer cette idée ou bien atténuer ce sentiment. Pourquoi? Pour ne pas déplaire ou bien pour ne pas choquer les autres. Par exemple, si on dit « il nous a quittés », alors il nous a quittés. Il nous a quittés, c'est-à-dire il a le même sens que la mort. Alors, quelqu'un qui est déjà mort, alors à la place de dire cette personne est mort, alors on va dire il nous a quittés. Il nous a quittés. Alors, passons à la litote. Litote. Alors, qu'est-ce que la litote? La litote consiste à dire moins pour faire entendre plus. Alors, elle consiste à dire moins pour faire entendre plus. Alors, c'est-à-dire, on va dire quelque chose, mais on veut exprimer d'autres choses par cette expression qu'on a dit au début. Par exemple, on dit « il n'est pas lent ». Il n'est pas lent. Mais réellement, ce qu'on veut dire par cette expression « il n'est pas lent », c'est qu'il est rapide. Alors, pour dire quelqu'un qui est rapide, on peut dire aussi « il n'est pas lent ». Alors, vraiment, on a dit moins de choses. C'est-à-dire, on a dit « voilà quelqu'un qui n'est pas lent ». Mais réellement, on veut dire plus qu'il n'est pas lent, mais on veut dire qu'il est rapide. Alors, c'est une litote. Alors, passons à une autre figure, c'est l'anaphore. Alors, l'anaphore, c'est une répétition de même terme en début de plusieurs phrases, ou bien de plusieurs vers, ou bien de plusieurs propositions. On martèle ainsi une idée ou bien on insiste, on souligne. Alors on utilise l'anaphore soit pour insister ou bien pour souligner une idée ou bien pour marteler une idée. Alors pour ça, on peut faire une répétition de même terme en début de plusieurs phrases ou bien de plusieurs vers, surtout dans les poèmes. On peut trouver des répétitions d'une expression ou bien d'un terme ou bien de plusieurs propositions. Par exemple, on dit « dans ma rue, il y a des chiens. Dans ma rue, il y a des chats. » Alors ici, on a répété l'expression « dans ma rue » dans les deux éléments, bien dans les deux phrases. Alors, cette répétition, on va l'appeler anaphore. Voilà, on va passer parallélisme. Alors, parallélisme. Alors, qu'est-ce que le parallélisme? C'est une répétition aussi de la même construction de phrase. Alors, regardez bien. Pour l'anaphore, c'est une répétition d'un seul terme, bien de la même expression. Mais ici, ce n'est pas la répétition de la même expression, bien du même terme, mais c'est la répétition de la même structure de la phrase. Bien, ici on parle de la même structure syntaxique. Alors le même syntaxe, la même structure syntaxique de la phrase. Par exemple, on dit « innocent dans un bagne ». Ange dans un enfer. Regardez bien, ces deux phrases, on a commencé par un nom au pluriel, puis une préposition qui indique le lieu, puis un nom. Puis pour la deuxième phrase, c'est la même chose. On a commencé par un nom pluriel et aussi une préposition qui indique le lieu, dont, et à la fin, un nom
au singulier. Alors, innocent dans un bagne, ange dans un enfer. Alors, ces deux phrases, elles ont la même structure syntaxique. C'est pour ça on l'appelle parallélisme. Puis, on va passer à une autre figure qui concerne la question oratoire ou bien la rhétorique. La question oratoire ou bien la rhétorique. Alors, cette figure, c'est une affirmation déguisée sous forme d'une question. Alors, c'est une question dont on connaît la réponse. Alors déjà, c'est une question dont on connaît la réponse. Alors, et aussi, c'est une affirmation. Alors, on pose des questions, mais ces questions, on connaît déjà leur réponse, mais c'est seulement pour affirmer, pour affirmer une information, c'est-à-dire c'est une affirmation déguisée sous forme d'une question. Par exemple, ne suis-je pas adorable? Ne suis-je pas adorable? Alors si on pose cette question, si on veut dire vraiment que la personne croit qu'elle est adorable, et c'est pour ça qu'elle pose cette question, ne suis-je pas adorable? Mais réellement, la personne qui parle, elle sait déjà qu'elle est adorable, mais elle pose cette question pour affirmer qu'il est adorable. Alors c'est une affirmation déguisée sous forme d'une question. Alors maintenant on va passer à une autre catégorie qui concerne les figures d'opposition. Alors quelles sont les figures d'opposition? On peut trouver l'antithèse. L'antithèse. Alors l'antithèse, c'est une opposition très forte entre deux termes. Alors dans une seule phrase, on va trouver deux antonymes. Deux antonymes, c'est-à-dire deux termes contradictoires. Le contraire d'un mot dans une seule phrase, et cette opposition doit être forte entre ces deux termes. Par exemple, on peut dire autrefois j'étais libre, maintenant je suis captif. Alors dans cette phrase, on a deux termes qui sont contradictoires, qui sont deux homonymes. Quels sont ces deux termes? Ce sont le mot libre, ou bien l'adjectif libre, avec l'adjectif captif. Regardez bien, ils ont la même nature grammaticale. Ce sont deux adjectifs. Alors, autrefois, j'étais libre. Alors, libre, ça vient de la liberté. Et maintenant, je suis captif, la captivité, c'est-à-dire quelqu'un qui est capté dans une guerre. Alors, prisonnier dans une guerre. Alors, c'est pour ça. Libre et captif, ce sont deux termes. Alors, dans cette phrase, on a trouvé deux termes, deux mots de la même nature grammaticale qui expriment une opposition. Ce sont deux antonymes. Alors, pour ça, on appelle cette figure l'antithèse. Alors, on va trouver une autre figure d'opposition, c'est l'oxymore. L'oxymore. Alors, regardez bien, l'oxymore, c'est aussi, il a une relation avec l'antithèse, mais cette fois, on ne peut pas trouver deux antonymes. Alors, on ne peut pas trouver deux éléments qui ont la même nature grammaticale, mais cette fois, deux termes unis grammaticalement et s'opposent par leur sens. Alors déjà, dans notre compréhension normale, on peut atteindre que ces deux mots, ils ont une opposition. Alors, c'est pour ça. Mais ces deux termes se sont unis par la liaison grammaticale. Alors, on va trouver un exemple. Une autre phrase, c'est un cri silencieux. Un cri silencieux. Alors déjà, on ne peut pas crier, normalement, d'habitude, on ne peut pas crier sans faire un voix. Alors, on ne peut pas crier silencieusement. Alors déjà, le cri avec le silence, ce sont deux termes opposés, alors qui indiquent une opposition. Mais regardez bien, ils se sont unis par la structure grammaticale. Alors, cette union grammaticale, il nous a donné une oxymore. Il nous a donné une oxymore. Alors, passons à l'antiphrase. L'antiphrase,
c'est une figure qui exprime une idée par son contraire, dans une intention ironique. Alors ici, dans l'antiphrase, on exprime l'ironie, c'est-à-dire on dit le contraire de ce qu'on pense. Alors, par exemple, quelqu'un qui a eu un 0 dans un examen, alors vraiment, on ne peut pas dire bravo. Mais ici, c'est une ironie. Bravo, c'est l'antiphrase. Alors, on a exprimé ici l'antiphrase en utilisant le mot bravo. Alors, on dit bravo pour quelqu'un qui a eu une bonne note, mais ce n'est pas pour quelqu'un qui a eu un 0. Alors déjà, c'est une antiphrase. Alors, où est la partie qui exprime ici l'antiphrase? C'est « Ah, bravo !» Alors vraiment, quelqu'un qui a eu un 0 ne peut pas lui dire « bravo ». Alors ici, on a exprimé une antiphrase dans une intention ironique. Alors, « Ah, bravo », c'est pour faire une ironie. Alors, on va passer au chiasme. Regardez bien le chiasme. Par exemple, c'est une figure de style dans laquelle les contraires s'opposent en symétrie dans une forme AB, BA. C'est-à-dire on a 4 éléments qui fonctionnent ensemble, 2 par 2. Alors ici, on a un croisement, le chiasme, c'est-à-dire on a un croisement de mots, de termes, soit deux, ou bien normalement on peut trouver 4 termes qui fonctionnent ensemble 2 par 2. Par exemple, le premier et le quatrième. Alors déjà, avec le deuxième et le troisième sont dans la même nature grammaticale. Alors ils ont la même nature grammaticale. Alors pour comprendre bien cette figure, on va passer à une phrase qui, par exemple, il regarde longtemps. Regardez bien. Il regarde longtemps. Longtemps cherche sans voir. Alors regardez bien. Alors la structure ou bien la symétrie qu'on a donnée, c'est AB. Alors A, c'est regarde. B, c'est longtemps. Alors, pour la deuxième phrase, on a fait longtemps, il y a B, alors on a répété B, et on a terminé par A, voir. Alors, voir, on peut dire voir ou bien regarder. Alors ici, on a fait un croisement de AB, BA. A, regarde, B, longtemps. On a répété B, longtemps, et on a fini par A, et voir. Alors ici, la première phrase, il regarde longtemps. Il a un sens opposé pour la deuxième phrase. Longtemps cherche sans voir. Alors il regarde longtemps. Déjà, on entend bien quelqu'un qui regarde. Quelqu'un qui regarde longtemps. Alors il va trouver ce qu'il cherche. Mais la suite, longtemps cherche sans voir. Alors ici, on a un chiasme. Alors, le deuxième exemple, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Alors ici, A, c'est manger, B, c'est vivre. Alors on a répété B, c'est-à-dire vivre, et A, manger. Alors AB, manger et vivre, BA, vivre et manger. Alors, mais les deux phrases, elles ont un sens contradictoire. Alors, et aussi, on a ici un croisement de termes, bien de ces 4 termes. Alors, on va passer à une autre figure d'opposition, c'est paradoxe. Le paradoxe, il énonce une opinion contraire à l'idée commune. Alors, on sait bien déjà qu'on a des idées communes. Alors, qu'on les connaît tous, mais on annonce une opinion contraire à l'idée commune, afin de surprendre ou bien de choquer, d'inviter à la réflexion. C'est-à-dire, regardez bien, les premiers seront les derniers. Ah bon, alors si on entend les premiers, alors normalement les premiers ne sont
Ils ne seront pas les derniers, ils restent toujours les premiers. Mais cette fois, si on dit les premiers seront les derniers, alors c'est une idée qui invite à la réflexion. Alors il faut penser pourquoi vraiment ces premiers seront les derniers. Alors il nous a choqués, il nous a choqués, alors il nous a surpris. Alors ici, si l'idée commune, ce n'est pas l'idée commune, alors que les premiers restent toujours les premiers. Mais cette opinion, c'est une opinion contraire. Alors, les premiers seront les derniers. Alors, maintenant, on va passer à une autre catégorie. Des figures, ce sont des figures qui jouent sur les sons. Ce sont des figures qui jouent sur les sons. Alors, regardez bien, l'assonance. L'assonance, c'est une répétition d'un même son de voyelles dans une même phrase ou dans un ensemble de vers. C'est-à-dire, on peut l'utiliser dans les poèmes. Alors, c'est une répétition. Répétition de quoi? Répétition de voyelles. Alors, on va répéter des voyelles. Hein? Regardez bien, on va répéter des voyelles, soit dans une seule phrase ou bien dans un ensemble de vers. Exemple. Alors, si on dit dans les balancements de ta tête penchée, dans ta taille indolente et mollement couchée. Alors regardez bien ici, on a répété le son, bien le phonème en, dans, balancement, penché, dans, indolent, mollement. Alors regardez combien de fois on a répété le son en. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors on a répété le son en 7 fois. Alors c'est pour ça qu'on dit c'est une assonance, c'est la répétition d'un même son de voyelle. Alors on va voir une autre figure. Et cette fois, il est en relation avec l'assonance, mais d'une autre manière. C'est l'allitération. Alors, l'allitération aussi, c'est une répétition. Mais cette fois, c'est une répétition de quoi? De consonnes. Alors, c'est une répétition du même son de consonnes. Écho-vocalique de consonnes. Alors, on entend une consonne plusieurs fois. Hein? On entend une consonne plusieurs fois. Par exemple, si on dit un chasseur sachant chasser doit savoir chasser son chien. Alors regardez bien, ici on a répété des consonnes, par exemple le son ou bien la consonne che. Alors chasseur, sachant, chasse, chasser. Alors che. Et aussi on a répété le son S. Sœur, ça, c'est, ça, c'est, son. Alors regardez bien. Alors c'est une répétition de quoi? De consonnes. Alors la répétition de consonnes nous donne une allitération et la répétition de voyelles nous donne assonance. Il nous donne une assonance. Alors, et pour cette fois, et pour la figure paronomase. La paronomase, qu'est-ce qu'on veut dire par la paronomase? C'est un rapprochement de deux homonymes qui se prononcent pareil, ou bien de deux paronymes qui se prononcent presque pareil. Alors, soit en mettant plusieurs homonymes dans une phrase, ou bien de paronymes. Alors les homonymes, ce sont les mots qui se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent d'une manière différente, ou bien ils ont des sens différents. Et les paronymes, ce sont des mots qui se prononcent presque pareil. Par exemple, on va donner des exemples. Il n'y a que Mai qui Mai. Alors déjà, on a ici deux homonymes, Mai et Mai. Ils se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent d'une manière différente. Et pour les paronymes, on peut dire
qui se ressemblent s'assemblent. Alors, ressemble et s'assemble, ici ce sont deux paronymes. Ils se prononcent presque de la même façon, ils ne se prononcent pas totalement de la même manière, mais ils se prononcent presque pareil. Alors, se ressemble et s'assemble. Alors, merci pour votre attention et vous pouvez aussi nous laisser des questions, d'autres commentaires pour savoir si vous avez bien compris ou bien si vous avez besoin d'autres figures de style ou bien pour faire ou bien pour vous donner plusieurs exemples pour bien comprendre. Et merci pour votre attention.